Alors, comment ajuste-t-on un déficit global de la balance des paiements, c'est-à-dire ce qu'on appelle une position extérieure négative? D'abord, que signifie le solde global? Le solde global positif, je vous le rappelle, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est très important, c'est une créance sur le reste du monde. Au contraire, le solde global négatif est une dette vis-à-vis du reste du monde. Et c'est dans ce cas-là, évidemment, qu'on est obligé de s'ajuster. Quand on est excédentaire, on ne s'ajuste jamais. Quand on a une monnaie qui s'apprécie, on ne s'ajuste jamais. C'est toujours celui qui a la monnaie qui se déprécie qui va faire l'effort d'ajustement. C'est exactement pareil au niveau de la balance des paiements. On n'ajuste que les soldes déficitaires. Alors, comment fait-on? Quelles sont les modalités d'ajustement? Alors, il y a différentes modalités d'ajustement. D'abord, voyons comment on peut faire sur la balance commerciale. Si j'arrive à ajuster ma balance commerciale, je vais rétablir ma balance des paiements. Peut-être pas totalement, mais je vais commencer à la rétablir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de la balance commerciale? D'abord, il faut savoir, c'est un mécanisme économique que vous devez connaître, qu'il peut y avoir un ajustement automatique de la balance commerciale par la variation du taux de change et des prix. Alors, explication. Alors, automatique, c'est parce que sans aucune politique économique particulière, normalement, on va revenir à l'équilibre. C'est ça que ça veut dire automatique. Il n'y a pas d'électronique dans le mécanisme que je vais vous décrire. Un déficit extérieur, donc on part d'une situation de déficit, puisque si je dois ajuster, j'ai un déséquilibre. On est d'accord. Donc, partons effectivement d'un déséquilibre de la balance commerciale, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. Ce déficit extérieur va provoquer un achat de devises et une vente de monnaie nationale. Pourquoi un achat de devises? Eh bien parce qu'il va falloir payer nos importations en excédent de nos exportations. Donc la Banque centrale va être obligée d'acheter des devises contre de la monnaie nationale, imaginons la France avant 1999, contre des francs. L'offre de monnaie nationale, l'offre de francs donc, va être supérieure à la demande de monnaie nationale. Pourquoi? On ne sait rien sur la demande de francs, il n'y a aucune raison qu'elle ait changé. Ce qu'on sait, c'est que la Banque de France, en achetant des devises, a créé des francs qu'elle a libérés sur le marché international. Donc on sait que l'offre de francs a augmenté. La demande de francs est restée constante, l'offre de francs a augmenté. Résultat, confrontation de l'offre et de la demande, l'offre est supérieure à la demande, donc le prix baisse. La valeur du franc va baisser. Baisse du taux de change, donc de la valeur de la monnaie nationale. C'est mécanique, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui va se produire suite à cette baisse de la valeur de la monnaie nationale? Eh bien, augmentation des exportations. Alors, sous hypothèse que c'est la compétitivité prix qui est importante. C'est-à-dire, c'est celui qui vend le moins cher qui vend le plus. C'est une hypothèse qui n'est pas toujours très très crédible, notamment par rapport aux spécialisations des pays très développés. Mais passons ce détail. On peut envisager qu'effectivement, les exportations vont mieux se porter parce que leur prix est plus faible. Et puis, du coup, comme le prix de la monnaie nationale dans les autres devises baisse, eh bien, les importations vont être plus coûteuses. Et ce qui va être une véritable incitation à les limiter, ces importations, et à encourager des producteurs à substituer une production nationale aux anciennes importations. Les importations deviennent de plus en plus chères, donc il devient de plus en plus économique pour des acteurs nationaux de proposer ces fabrications. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Augmentation des exportations, diminution des importations. Alors, là aussi, petite hypothèse, il ne faut pas que nos importations, ce soit de l'énergie. Il ne faut pas que ce soit du pétrole, parce que, quel que soit le prix de notre monnaie, on a besoin des mêmes quantités de pétrole, et j'ai bien peur que la baisse de la valeur de la monnaie nationale ne conduise pas à une baisse des importations. Mais pour le reste, là aussi, c'est crédible. Donc, au total, on retrouve un nouvel équilibre de la balance commerciale, puisqu'on a su faire remonter
les exportations et on a su faire baisser les importations. Donc on a rétabli, en quelque sorte, l'équilibre du commerce extérieur. Alors, cette séquence est très importante puisque c'est la séquence libérale qui justifie, si vous voulez, le système de taux de change flottant en disant laissez les monnaies s'apprécier librement parce que, précisément, vous allez résoudre vos problèmes de déficit extérieur. Hein, donc c'est un argument qui est très très important dans la logique des marchés et dans la logique de la théorie libérale. Alors, on a un deuxième, ça c'était le premier mode d'ajustement, hein, par l'ajustement automatique par la variation du taux de change et des prix. On peut aussi avoir un ajustement de la balance commerciale par les variations du revenu global. Alors là, c'est à l'envers. J'ai un excédent et je vais vous montrer comment cet excédent va ramener petit à petit la balance commerciale à l'équilibre. Alors, il faut partir de la théorie macroéconomique keynésienne et de ce qu'on appelle le multiplicateur d'exportation. Bon, on ne l'a pas vu ensemble, je sais, mais nous avons déjà parlé ensemble du multiplicateur de crédit et nous avons parlé aussi, dans le cadre de la croissance, du multiplicateur de revenus. Eh bien, voilà un troisième multiplicateur qui est le multiplicateur d'exportation. Quelle est l'idée ? Eh bien, que quand on exporte 100, ces exportations vont créer un revenu qui va être bien supérieur à 100 au bout du compte. Je crée 100 de nouvelles exportations et peut-être que 3 ans plus tard, ces 100 d'exportations auront généré 300 ou 400 de production de richesse supplémentaire. C'est ce qu'on appelle donc un effet multiplicateur. À partir de 100 additionnels, je vais avoir 400 de revenus supplémentaires. Effet multiplicateur égale 4. Hein ? Alors comment ça fonctionne avec les exportations ? C'est ça qu'il faut vous expliquer. Le revenu créé va être très supérieur à la croissance des exportations. Alors, c'est très simple. Quand je produis 100 d'exportations, ces 100 de valeur, ils vont être versés sous forme de revenus aux salariés qui ont produit des biens exportés et aux propriétaires des entreprises qui ont exporté. Peu importe que ce soit sous forme de profit ou sous forme de salaire. Vous comprenez très bien que ces 100 additionnels liés à la demande mondiale créent 100 de revenus supplémentaires. Qu'est-ce que vont faire les ménages, du coup, que ce soit des propriétaires d'entreprises ou des salariés, que vont faire les ménages de ces 100 de revenus supplémentaires ? Eh bien, ils vont les dépenser. Tout ? Non, parce qu'on sait depuis Keynes qu'il existe une propension à épargner aussi. Hein, donc, ils vont peut-être dépenser en moyenne 80% de ce revenu additionnel. Donc, il y a 8 sur les 100, il y a 80 qui vont consister à demander de nouvelles choses. Ces 80 devront être produits par les entreprises et donc occasionneront 80 de revenus supplémentaires. Ces 80 de revenus supplémentaires iront dans la poche des ménages et les ménages en dépenseront 80%, c'est-à-dire 64. Ces 64 de demandes additionnelles devront être produits par les entreprises, etc., jusqu'à l'épuisement de la somme. Et c'est quand je vais additionner tous ces gains liés à chacun de ces cycles, eh bien, que je vais m'apercevoir que 100 d'exportation va créer, peut-être au bout de 5 ou 6 ans, jusqu'à l'épuisement du mécanisme, 400 de revenus supplémentaires. Hein, donc, il y a un effet multiplicateur des exportations. C'est aussi un argument à utiliser pour les avantages du libre-échange. Les avantages du libre-échange, c'est pouvoir exporter. Pourquoi veut-on exporter ? Parce qu'il y a un effet multiplicateur sur les revenus, sur la croissance. Mais l'augmentation du revenu, donc on a bien compris le mécanisme du multiplicateur, il y a des exportations, il y a une croissance plus importante du revenu. Mais cette augmentation du revenu va provoquer aussi celle des importations. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la consommation finale des ménages est importée. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une partie de plus en plus importante de la consommation des Français qui est importée. Donc, mes exportations ont augmenté, donc j'ai un déséquilibre, ma balance commerciale est excédentaire, mais par le jeu de la multiplication du revenu, eh bien,
finalement, mes importations vont rejoindre mes exportations parce qu'une partie du pouvoir d'achat supplémentaire va être utilisée par les ménages pour acheter des biens importés. Donc, c'est une autre forme de stabilisation automatique, si vous voulez, par les variations du revenu global. Retour à l'équilibre, donc. Alors, ça, c'est les ajustements automatiques. Bon, en vérité, j'aime bien vous raconter ces jolis mécanismes qui sont bien huilés sur le papier, mais qu'on a beaucoup de mal quand même à rencontrer statistiquement dans la réalité. Donc les effets sont toujours, les effets d'un point de vue théorique sont toujours beaucoup plus impressionnants que ceux que l'on rencontre dans la réalité. Par contre, il y a un ajustement auquel on n'échappe pas, qui est beaucoup plus proche de la réalité des choses, justement, c'est l'ajustement de la balance commerciale par le rétablissement de la compétitivité. Parce que le bilan structurel que l'on peut faire d'un déficit durable et important des échanges industriels d'un pays, c'est que ces entreprises ne sont pas compétitives. Ou en tous les cas, pas compétitives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont moins concurrentielles que les entreprises étrangères. Alors, il faut savoir de quelle compétitivité on parle. Est-ce qu'on n'est pas compétitif parce qu'on est trop cher? Et donc là, on a un problème de compétitivité prix. Ou est-ce qu'on n'est pas compétitif parce que nos spécialisations n'intéressent personne, en tous les cas pas suffisamment de monde, parce que la qualité de nos produits n'est pas suffisamment bonne, parce que le caractère innovant de nos produits est insuffisant. En tous les cas, on peut prétendre qu'un déficit commercial structurel a une explication en termes de compétitivité. Donc, si on résout les problèmes de compétitivité, on devrait participer au rééquilibrage des comptes extérieurs. Alors ça, c'était sur toute la partie ajustement, si vous voulez, sur le haut de la balance des paiements, c'est-à-dire sur la balance commerciale et aussi en partie sur la balance des transactions courantes. Maintenant, on peut aussi ajuster la balance des paiements par le bas, c'est-à-dire au niveau du compte financier. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était 80% donc de la balance des paiements. Alors, comment peut-on faire pour équilibrer le compte financier? Enfin, en tous les cas, faire que son solde participe à l'équilibre réel de la balance des paiements. Eh bien, on peut contrôler les mouvements de capitaux pour rééquilibrer le compte financier. Finalement, ça veut dire quoi? Quand on a un compte financier qui est déficitaire, ça veut dire qu'il y a plus de sorties de capitaux que d'entrées. Il suffit de réglementer les sorties de capitaux. Alors, quand je dis il suffit, c'est méfiez-vous, parce que effectivement, ça peut être une décision administrative. On peut dire, voilà, pas interdire aux capitaux de sortir. Les conséquences peuvent être dramatiques. Mais j'ai trop de sorties de capitaux, je peux effectivement, par la règle, par la législation, je peux en limiter la sortie. Alors, entre parenthèses, cette situation a été expérimentée, ces solutions ont été expérimentées dans les années 70, à la fin des années 70, où on n'avait pas un contrôle des mouvements de capitaux, mais un contrôle d'échange, et où les touristes, à certains moments, étaient limités dans les sommes de francs français, exprimées en francs français, qu'ils pouvaient dépenser à l'étranger. Que ce soit directement en sortant des billets de banque, ou que ce soit déjà à cette époque-là avec des traveler chèques ou avec les premières cartes bancaires. Donc on a expérimenté ça en France il n'y a pas si longtemps que ça, où on a interdit de trop grandes sorties d'argent de la part des particuliers. Ça veut dire qu'on a finalement contrôlé les flux touristiques à l'étranger. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de décision serait difficile à prendre, en tous les cas, serait difficile à tolérer par les populations, me semble-t-il, mais il n'y a pas si longtemps, on utilisait ces moyens-là. De même qu'on peut taxer les sorties de capitaux, enfin, on pourrait, parce que je vous rappelle quand même que la France est engagée
déjà dans l'Union européenne, à respecter la libre circulation des capitaux. Hein, ça fait partie des traités qu'on a signés, donc ce n'est pas un moyen qui est à notre disposition. Et que d'autre part, la vie du monde aujourd'hui, c'est la liberté de circulation des capitaux. Hein, qu'il n'y a personne de très sérieux qui propose, en tous les cas, de revenir sur cette question-là. Alors, on peut parler de limiter la circulation de capitaux, par exemple, pour éviter la spéculation, ce genre de choses, hein, mais globalement, il y a assez peu de monde qui va défendre l'idée qu'il faut revenir à un caractère national du financement et interdire tout mouvement de capitaux d'un point de vue international. Donc, je vous mentionne cette possibilité, qui était aussi une possibilité théorique. En vérité, hein, pour un pays comme le nôtre, c'est un moyen qui ne peut pas être opératoire parce que nos engagements font qu'on ne peut pas utiliser la limitation de circulation des capitaux. Alors, nécessité d'ajustement relative, justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, ouais, normalement, on doit ajuster, mais dans certains cas, on n'est même pas obligé de le faire. Alors, d'abord, dans la zone euro, on n'est pas obligé de le faire dans la zone euro. Pourquoi ? Parce que la position de l'euro ne peut pas être affectée par les déficits commerciaux des pays européens. Ça, c'est une grande nouvelle. Pourquoi l'euro échapperait à cette règle qui est vraie pour toutes les autres monnaies ? Très simplement, je vous rappelle qu'aux 2/3, le commerce dans l'Union européenne se fait entre pays membres. Et donc, quand la France a un déficit abyssal de ce commerce extérieur, par exemple, il va être compensé par un excédent abyssal de ses partenaires commerciaux, qui sont européens et qui ont la même monnaie. Donc, au total, il y a une compensation, alors pas totale, hein, mais quasi totale, entre les excédents et les déficits commerciaux à l'intérieur de la zone euro. Donc, un pays qui est en déficit, il n'a rien à faire. Sinon, à réfléchir comment améliorer sa propre position, parce qu'il va le payer en termes d'emploi, en termes d'activité économique, mais il ne gêne pas les autres. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, il n'y a pas de nécessité d'ajustement à l'intérieur de la zone euro. Et puis, il y a un autre pays, pour des raisons très différentes, qui n'est pas du tout obligé de travailler et d'améliorer l'équilibre de ses comptes extérieurs, puisque les États-Unis, en gros, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont en déficit de balance des paiements, avec une tendance très marquée depuis maintenant une trentaine d'années à un très 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 gros déficit extérieur du point de vue des transactions réelles. C'est-à-dire que c'est la balance commerciale américaine qui atteint des sommets de déficit. Mais ça n'empêche pas les Américains de vivre. Et les Américains, alors évidemment, ils ont une politique de taux de change pour favoriser leurs exportations. Je ne dis pas qu'ils ne font rien pour ne pas améliorer cette situation, mais ils ne sont pas du tout dans l'obligation de le faire grâce à la particularité du dollar. C'est quand même le seul pays qui, quand il a des dettes, peut émettre de la monnaie pour les rembourser. Donc c'est très simple, puisque effectivement tout le monde accepte le dollar en paiement. Et donc si le pays déficitaire est le pays qui émet les dollars, c'est très facile pour lui de rembourser ses partenaires commerciaux dans cette monnaie. Et c'est ce qui se passe, ce qui veut dire que les Américains, eux, leur position extérieure, c'est une indication sur les performances économiques, mais ça va pas au-delà. Bon. Surtout quand vous savez que le déficit commercial américain, il est provoqué, pour l'essentiel aujourd'hui, par l'importation sur le territoire américain de produits fabriqués à l'étranger par des entreprises américaines. Donc c'est leur modèle de capitalisme qui génère ça. C'est certainement pas une mauvaise compétitivité, c'est un modèle original de capitalisme. Un capitalisme qui s'expatrie pour trouver des conditions de production beaucoup plus avantageuses et qui revient ensuite avec ses productions dans son pays d'origine. Alors donc l'interprétation du déficit commercial américain, là aussi, est absolument délicate.